Je veux que vous regardiez votre écran tout de suite. Ouvrez votre application de courtage. Regardez le prix spot de l'argent. Vous verrez un chiffre clignoter en vert, 73,14 dollars. Vous voyez ce chiffre et vous pensez connaître la valeur de l'argent. Vous voyez que l'or se négocie à 4 370 dollars. Vous pensez que les marchés fonctionnent normalement. Mais je suis là pour vous dire que le chiffre sur votre écran est un mensonge. C'est une hallucination. C'est un artefact numérique d'un système brisé qui ne reflète plus la réalité. Parce que pendant que vous regardez 73 dollars aux États-Unis, à Tokyo, au Japon, l'argent s'échange dans la rue pour l'équivalent de 130 dollars. Aux Émirats arabes unis, les marchands demandent 115 dollars. En Chine, le prix physique a dépassé 110 dollars. Nous ne parlons pas de quelques centimes. Nous parlons d'un écart de 50 dollars entre le prix papier à New York et le prix physique en Asie. Ce n'est pas un écart, c'est une fracture. C'est le bruit du système financier mondial qui se brise en deux. Dans cette vaste enquête en 5 parties, nous allons rendre compte de la fracture mondiale de l'argent. Nous n'allons pas faire de prédictions. Nous n'allons pas deviner où le prix ira la semaine prochaine. Nous allons simplement examiner les données brutes qui nous parviennent du monde entier aujourd'hui, vendredi 2 janvier. Nous allons analyser les rapports viraux de pièces d'argent de 19 000 yens au Japon. Nous allons examiner les primes massives qui explosent sur les sites de marchands américains comme APMX, où même les lingots génériques se négocient désormais 8 dollars au-dessus du prix spot. Et nous allons expliquer pourquoi les banques ne peuvent pas laisser le prix papier augmenter pour correspondre au prix physique. Parce que si elles font face à une insolvabilité immédiate. Le marché s'est divisé. Un côté est le papier, un côté est le métal, et l'écart entre les deux est l'endroit où se produit le transfert de richesse du siècle. C'est l'histoire du choc de Tokyo. Commençons par le titre qui secoue Internet, 130 dollars à Tokyo. Est-ce réel? Nous avons vérifié des rapports provenant des marchés de revente japonais. Plus précisément, des plateformes comme Mercari Japan et des marchands de lingots locaux dans le quartier de Ginza. Les pièces d'argent standard de 1 once sont listées et vendues pour environ 19 911 yens. Prenez votre calculatrice. Au taux de change actuel, cela équivaut à environ 130 dollars. Pourquoi le Japon panique-t-il? Pourquoi paye-t-il près du double du prix spot américain? Ce n'est pas seulement parce qu'ils aiment l'argent, c'est parce que le yen japonais s'effondre. Le Japon est le canari dans la mine de charbon de la crise monétaire mondiale. Leur dette par rapport au PIB est supérieure à 260%. Leur banque centrale a perdu le contrôle du marché obligataire. Le peuple japonais est terrifié. Il voit son pouvoir d'achat s'évaporer en temps réel. Il fuit donc vers la sécurité. Ils n'achètent pas de dollars. Ils achètent des actifs tangibles. Et lorsqu'une population entière se précipite par une petite porte pour acheter de l'argent, le prix se déconnecte du marché spot mondial. Le prix papier à New York n'est pas pertinent pour un employé de bureau à Tokyo qui essaie de protéger ses économies de l'hyperinflation. Il paiera 130 dollars parce que l'alternative est de détenir des yens qui pourraient ne valoir rien. C'est l'avenir du marché américain. Le Japon a juste 6 mois d'avance sur nous. La prime que vous voyez à Tokyo est la prime de la peur. Et en ce moment, la peur se négocie avec une majoration de 50 dollars. Mais c'est le Japon. Vous dites que les choses sont normales ici en Amérique. Le sont-elles? Regardons les données des États-Unis aujourd'hui, vendredi 2 janvier. Le prix spot de l'argent est de 73,14 dollars. Allez maintenant chez un grand distributeur comme APMX. Regardez le prix d'un lingot de 100 onces. Habituellement, les gros lingots ont les primes les plus basses, peut-être 50 cents au-dessus du prix spot. Ce sont des produits industriels. Ils sont en gros. Mais aujourd'hui, APMEX propose des lingots de 100 onces à plus de 80,40 dollars l'once. Faites le calcul, 80 dollars moins 73 dollars. C'est une prime de 7 dollars sur un lingot industriel de gros. C'est une majoration de près de 10% par rapport au prix spot. Pour des pièces comme les Eagles, la majoration est plus proche de 20%. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que le prix spot de 73 dollars n'est pas réel. Vous ne pouvez pas acheter de métal pour 73 dollars. Même les plus grands marchands d'Amérique ne peuvent ne pas s'approvisionner en métal assez bon marché pour vous le vendre à ce prix. Le vrai plancher du marché de l'argent aux États-Unis est déjà de 80 dollars. Le marché papier se négocie avec une décote parce qu'il négocie des contrats non garantis. Mais au moment où vous demandez une livraison, au moment où vous voulez le lingot dans votre main,
le prix revient à la réalité. Nous avons donc un marché à 3 niveaux. Premier niveau, la fantaisie papier à 73 $. Deuxième niveau, la réalité physique américaine à 80 $. Troisième niveau, la panique asiatique à 130 $. Plus vous allez vers l'Est, plus le prix est élevé. C'est la définition d'un arbitrage brisé. L'argent et le métal devraient circuler pour combler ces écarts. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Dans un marché sain, si l'argent est à 73 $ à New York et à 130 $ à Tokyo, un trader achèterait chaque once à New York, l'enverrait à Tokyo et empocherait la différence. Je veux que vous regardiez votre écran tout de suite. Ouvrez votre application de courtage, regardez le prix spot de l'argent. Vous verrez un chiffre clignoter en vert, 73,14 $. Vous voyez ce chiffre et vous pensez connaître la valeur de l'argent. Vous voyez que l'or se négocie à 4 370 $. Vous pensez que les marchés fonctionnent normalement. Mais je suis là pour vous dire que le chiffre sur votre écran est un mensonge. C'est une hallucination. C'est un artefact numérique d'un système brisé qui ne reflète plus la réalité. Parce que pendant que vous regardez 73 $ aux États-Unis, à Tokyo, au Japon, l'argent s'échange dans la rue pour l'équivalent de 130 $. Aux Émirats arabes unis, les marchands demandent 115 $. En Chine, le prix physique a dépassé 110 $. Nous ne parlons pas de quelques centimes, nous parlons d'un écart de 50 $ entre le prix papier à New York et le prix physique en Asie. Ce n'est pas un écart, c'est une fracture. C'est le bruit du système financier mondial qui se brise en deux. Dans cette vaste enquête en 5 parties, nous allons rendre compte de la fracture mondiale de l'argent. Nous n'allons pas faire de prédictions, nous n'allons pas deviner où le prix ira la semaine prochaine. Nous allons simplement examiner les données brutes qui nous parviennent du monde entier aujourd'hui. Vendredi 2 janvier, nous allons analyser les rapports viraux de pièces d'argent de 19 000 yens au Japon. Nous allons examiner les primes massives qui explosent sur les sites de marchands américains comme APMEX, où même les lingots génériques se négocient désormais 8 $, au-dessus du prix spot. Et nous allons expliquer pourquoi les banques ne peuvent pas laisser le prix papier augmenter pour correspondre au prix physique. Parce que si elles font face à une insolvabilité immédiate. Le marché s'est divisé. Un côté est le papier, un côté est le métal. Et l'écart entre les deux est l'endroit où se produit le transfert de richesse du siècle. C'est l'histoire du choc de Tokyo. Commençons par le titre qui secoue Internet. 130 $ à Tokyo. Est-ce réel? Nous avons vérifié des rapports provenant des marchés de revente japonais, notamment des plateformes comme Mercari Japan et des marchands de lingots locaux dans le quartier de Ginza. Les pièces d'argent standard de 1 once sont listées et vendues pour environ 19 911 yens. Prenez votre calculatrice. Au taux de change actuel, cela équivaut à environ 130 $. Pourquoi le Japon panique-t-il? Pourquoi peine-t-il près du double du prix spot américain? Ce n'est pas seulement parce qu'ils aiment l'argent, c'est parce que le yen japonais s'effondre. Le Japon est le canari dans la mine de charbon de la crise monétaire mondiale. Leur dette par rapport au PIB est supérieure à 260%. Leur banque centrale a perdu le contrôle du marché obligataire. Le peuple japonais est terrifié. Il voit son pouvoir d'achat s'évaporer en temps réel. Il fuit donc vers la sécurité. Ils n'achètent pas de dollars. Ils achètent des actifs tangibles. Et lorsqu'une population entière se précipite par une petite porte pour acheter de l'argent, le prix se déconnecte du marché spot mondial. Le prix papier à New York n'est pas pertinent pour un employé de bureau à Tokyo qui essaie de protéger ses économies de l'hyperinflation. Il paiera 130 $ parce que l'alternative est de détenir des yens qui pourraient ne valoir rien. C'est l'avenir du marché américain. Le Japon a juste 6 mois d'avance sur nous. La prime que vous voyez à Tokyo est la prime de la peur. Et en ce moment, la peur se négocie avec une majoration de 50 $. Mais c'est le Japon. Vous dites que les choses calées sont normales ici, en Amérique. Le sont-elles? Regardons les données des États-Unis aujourd'hui, vendredi 2 janvier. Le prix spot est à 73,14 $. Allez maintenant chez un grand distributeur comme APMEX. Regardez le prix d'un lingot de 100 onces. Habituellement, les gros lingots ont les primes les plus basses,
peut-être 50 cents au-dessus du prix spot. Ce sont des produits industriels, ce sont des produits de gros. Mais aujourd'hui, APMEX propose des lingots de 100 onces à plus de 80,40 $ l'once. Faites le calcul. 80 $ moins 73 $. C'est une prime de 7 $. Sur un lingot industriel de gros, c'est une majoration de près de 10% par rapport au prix spot. Pour des pièces comme les Eagles, la majoration est plus proche de 20%. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que le prix spot de 73 $ n'est pas réel. Vous ne pouvez pas acheter de métal pour 73 $. Même les plus grands marchands d'Amérique ne peuvent pas s'approvisionner en métal assez bon marché pour vous le vendre à ce prix. Le vrai plancher du marché de l'argent aux États-Unis est déjà de 80 $. Le marché papier se négocie avec une décote parce qu'il négocie des contrats non garantis. Mais au moment où vous demandez une livraison, au moment où vous voulez le lingot dans votre main, le prix revient à la réalité. Nous avons donc un marché à 3 niveaux. Premier niveau, la fantaisie papier à 73 $. Deuxième niveau, la réalité physique américaine à 80 $. Troisième niveau, la panique asiatique à 130 $. Plus vous allez vers l'Est, plus le prix est élevé. C'est la définition d'un arbitrage brisé. L'argent et le métal devraient circuler pour combler ces écarts. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Dans un marché sain, si l'argent est à 73 $ à New York et à 130 $ à Tokyo, un trader achèterait chaque once à New York, l'enverrait à Tokyo et empocherait la différence. Nous avons découvert des détails sur un nouveau système de licence d'exportation à Pékin qui a effectivement mis sous cloche 60% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné. L'Occident pense que c'est une anomalie commerciale. L'Orient sait que c'est un verrouillage des ressources. Voyageons à Dubaï. Regardons les données provenant des Émirats arabes unis et du Koweït. Nous voyons des rapports vérifiés de kilos d'argent physique se négociant à des primes qui impliquent un prix de 110 à 115 $ l'once. Pourquoi le Moyen-Orient? C'est le souk de l'or du monde. C'est un centre de commerce physique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Les traders y sont sophistiqués. Ils ne font pas confiance aux contrats papier. Ils négocient des lingots physiques. En ce moment, Dubaï agit comme un aspirateur pour le Moyen-Orient. Les investisseurs fortunés de la région se débarrassent des dollars américains et des euros. Ils s'inquiètent des sanctions. Ils s'inquiètent de l'instrumentalisation du système SWIFT. Ils veulent des actifs sans risque de contrepartie. Ils veulent de l'argent. Mais pourquoi le prix est-il de 115 $? Parce que l'approvisionnement en provenance d'Europe a cessé. Habituellement, les raffineurs suisses expédient d'énormes quantités d'argent à Dubaï. Mais en ce moment, ces raffineurs suisses envoient tout en Chine et en Inde pour capter la prime asiatique. Dubaï est contourné. Donc, les marchands locaux des souks doivent augmenter leurs offres pour attirer le métal. Ils paient 115 $ parce que s'ils paient moins, le métal leur passe au-dessus de la tête vers Shanghai. Cela confirme que le vrai prix de compensation de l'argent physique sur un marché libre, non entravé par les ventes à découvert papier du COMEX, est solidement à 3 chiffres. Tout prix inférieur à 100 $ est une décote papier. Maintenant, regardons la Corée du Sud. Les rapports indiquent que l'argent se négocie autour de 97 $ dans les rues de Séoul. C'est crucial. La Corée n'est pas seulement un marché d'investissement, c'est une puissance industrielle. Des entreprises comme Samsung, LG et SK Hynix y sont basées. Elles fabriquent les batteries, elles fabriquent les puces, elles fabriquent les écrans. Comme nous l'avons évoqué dans notre série sur Samsung, ces entreprises ont besoin d'argent pour survivre. Le fait que le prix en Corée soit de 97 $ nous indique que la panique industrielle est réelle. Ces entreprises n'attendent pas que le prix du COMEX se stabilise. Elles achètent auprès de raffineurs locaux avec une prime de 25 $ par rapport à New York, juste pour maintenir leur chaîne de montage en marche. C'est un prix de coût de remplacement. Si un directeur d'usine coréen sait que le manque d'argent lui coûtera 1 milliard de dollars en production perdue, il paiera volontiers 97 $ l'once. Il fixe le plancher. Et en ce moment, ce plancher est 24 $ plus élevé que le prix de Wall Street. L'offre industrielle mange l'offre papier. Pourquoi l'approvisionnement est-il si tendu? Nous avons trouvé la réponse dans un document réglementaire de Pékin. La Chine a mis en œuvre un nouveau système de licence d'exportation pour les métaux stratégiques. Selon les documents, seules 44 entreprises sont désormais autorisées à exporter de l'argent. Et pour être éligibles, ces entreprises doivent atteindre un seuil de production minimum de 80 tonnes.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les raffineurs de petite et moyenne taille, ceux qui inondaient le marché mondial avec un excédent d'approvisionnement, sont désormais interdits d'exportation. Ils ne peuvent vendre que sur le marché intérieur chinois. Cela met sous cloche environ 60% de l'approvisionnement en argent raffiné de la Chine. Il reste à l'intérieur de la Grande Muraille. C'est un embargo soft. La Chine n'a pas annoncé une interdiction qui provoquerait un incident diplomatique. Au lieu de cela, elle a créé un mur bureaucratique. Elle a rendu l'obtention d'une licence si difficile que le métal reste naturellement chez lui. C'est pourquoi les stocks de Shanghai augmentent, tandis que les stocks de Londres diminuent. La Chine piège le métal. Elle construit une réserve stratégique d'argent sans la déclarer officiellement. Elon Musk a tweeté à ce sujet dimanche. Il a dit que ce n'était pas bon. Il le sait. Il sait que si la Chine verrouille l'approvisionnement en argent, le coût de fabrication d'une Tesla en Amérique augmente, tandis que le coût de fabrication d'une B8D en Chine diminue. C'est une guerre économique déguisée en politique administrative. Regardons maintenant les États-Unis. Nous négocions à 73 $. Nous sommes de loin le marché le moins cher du monde. Le Japon est à 130, Dubaï est à 115, la Corée est à 97, la Chine est à 80, l'Amérique est à 73. Que se passe-t-il lorsque vous êtes le magasin le moins cher du quartier? Vous êtes vidé. C'est la loi de Gresham sous stéroïdes. La mauvaise monnaie, les dollars surévalués, chasse la bonne monnaie, l'argent sous-évalué. Chaque trader sur Terre regarde le marché américain et salive. Ils achètent des contrats à terme COMEX. Ils demandent la livraison, ils achètent des Eagles, ils sortent le métal physique du système américain et l'expédient vers les marchés où les prix sont élevés. Nous assistons à la grande saignée. Les États-Unis saignent leur richesse réelle parce que notre cartel bancaire refuse de laisser le prix monter au niveau mondial. En supprimant le prix à 73 $, les banques subventionnent essentiellement l'armée chinoise et le complexe industriel. Nous leur vendons nos actifs stratégiques avec une réduction de 50%. C'est un suicide stratégique. Mais les banques ne se soucient pas de la stratégie. Elles se soucient de leur position courte. Elles sont prêtes à vider le coffre national juste pour sauver leur bonus trimestriel. Cela nous mène à la question inévitable. Pourquoi? Pourquoi les banques font-elles cela? Pourquoi ne prennent-elles pas simplement des positions longues et ne laissent-elles pas le prix monter à 130 $ comme tout le monde? La réponse est l'insolvabilité. Elles sont piégées. Elles sont assises sur une position courte si massive qu'elles ne peuvent littéralement pas la couvrir. Si elles laissaient le prix atteindre la vraie valeur de 130 $, les pertes dépasseraient leurs réserves de capital. Dans la troisième partie, nous allons plonger dans le piège de l'insolvabilité. Nous allons utiliser la thèse de l'analyste viral No Limit Gains pour expliquer le dilemme de la banque. Nous allons examiner les mathématiques du mark-to-market et nous allons vous montrer pourquoi les banques se battent pour leur survie, pas seulement pour le profit. Elles suppriment le prix parce que si elles arrêtent, elles meurent. Le marché papier est une prise d'otage et les banques sont celles qui se tiennent l'arme sur la tempe. Restez à l'écoute pour la troisième partie. Nous calculons la faillite des banques de lingots. Nous avons établi la scène du crime. Nous avons vu l'étiquette de prix à Tokyo à 130 $. Nous avons vu l'étiquette de prix à Dubaï à 115 $. Et nous avons vu l'étiquette de prix à New York à 73 $. Toute personne rationnelle regarde cette carte et pose la même question. Pourquoi? Pourquoi les banques américaines vendent-elles de l'argent pour la moitié de sa valeur? Pourquoi subventionnent-elles le reste du monde? Sont-elles stupides? Sont-elles charitables? Non, elles sont désespérées. Dans la troisième partie de cette enquête, nous allons exposer le piège de l'insolvabilité. Nous allons examiner les bilans des grandes banques de lingots et nous allons vous montrer qu'elles ne manipulent pas le prix pour faire un profit. Elles manipulent le prix pour rester en vie. Si le prix de l'argent à New York augmente pour correspondre à Tokyo, s'il atteint 130 $, les pertes sur les positions courtes des banques seraient si catastrophiques qu'elles anéantiraient leur capital de niveau 1. Cela les mettrait en faillite du jour au lendemain. Ce n'est plus un échange. C'est une prise d'otage. Et les banques sont celles qui se tiennent l'arme sur la tempe. Regardons les maths de la survie. Pour comprendre la panique, il faut comprendre la position. Pendant des décennies, les banques de lingots ont agi comme les teneurs de marché pour l'argent. Quand un mineur veut vendre sa production future, la banque prend l'autre côté. La banque est en position courte. Habituellement, c'est bon. Elles se couvrent. Elles équilibrent le carnet.
Mais au cours des dernières années, alors que la demande a explosé, les banques sont devenues paresseuses. Elles ont vendu plus de papier qu'il n'y avait de métal. Elles ont vendu des ventes à découvert nu. Cela signifie qu'elles ont promis de livrer de l'argent qu'elles n'ont pas et qu'elles n'ont pas emprunté. Selon le bureau du contrôleur de la monnaie, la valeur notionnelle de ces dérivés se chiffre en milliards. Si l'argent est à 20 dollars, la responsabilité est gérable. Si l'argent est à 70 dollars, c'est douloureux. Mais si l'argent monte à la vraie valeur de 130 dollars, la responsabilité explose. Faisons un calcul rapide. Si les banques se sont nettes courtes de 500 millions d'onces et que le prix augmente de 60 dollars, c'est une perte de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars qui anéantissent les bénéfices trimestriels de l'ensemble du secteur bancaire. Mais plus important encore, cela affecte leur capital de niveau 1. C'est l'argent d'urgence que les régulateurs exigent que les banques détiennent pour éviter un effondrement. Si le capital de niveau 1 tombe en dessous d'un certain niveau, les régulateurs ferment la banque. Ils la saisissent. C'est fini. Donc les traders de JP Morgan et de Citi n'essaient pas seulement de sauver leur bonus. Ils essaient de sauver l'institution de la saisie. Ils doivent maintenir le prix supprimé sur le COMEX. C'est un impératif existentiel. Cela crée ce que nous appelons un plafond de solvabilité. Il y a un point de prix spécifique où la banque explose. Nous ne connaissons pas le nombre exact, mais le comportement du marché suggère qu'il se situe quelque part entre 80 dollars et 90 dollars. Remarquez comment, chaque fois que nous nous approchons de 80 dollars, un mur de vente massif apparaît. Ce n'est pas un preneur de bénéfices, c'est la ligne de défense. La banque jette du papier sur le marché pour défendre le plafond de solvabilité. Elle imprime des contrats infinis pour empêcher le prix de franchir la ligne qui les tue. Mais cette stratégie a un coût. Chaque fois qu'elles vendent un contrat papier pour arrêter le prix, elles augmentent leur position courte. Elles creusent le trou plus profondément pour empêcher les murs de s'effondrer. En 1980, les frères Hunt ont essayé de monopoliser le marché en achetant. En 2026, les banques d'accueil se sont piégées en vendant. Elles sont piégées. Elles ne peuvent pas se couvrir parce qu'acheter enverrait le prix à 130 dollars. La faillite. Elles ne peuvent pas tenir parce que le métal physique disparaît, défaut de livraison. Elles ne peuvent que doubler la mise. Et doubler la mise mène finalement à l'explosion. La suppression crée un phénomène économique classique, la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Dans ce cas, l'argent papier, mauvaise monnaie, chasse l'argent physique, bonne monnaie. Parce que les banques inondent le marché de contrats papier bon marché à 73 dollars, les investisseurs avisés utilisent ces contrats pour acheter du métal physique à rabais. Ils achètent dans le papier, ils demandent la livraison, ils prennent le métal et ils l'expédient à Tokyo ou Shanghai où il vaut 130 dollars. La stratégie de suppression des banques accélère en fait le défaut en maintenant le prix artificiellement bas. Elles incitent le monde à les voler. Nous assistons à la plus grande saignée de coffres de l'histoire. L'inventaire enregistré au COMEX a chuté de 70% depuis 2020. Il est maintenant à un niveau critique. Quand il atteindra zéro, le prix papier deviendra hors de propos. Vous pouvez imprimer un contrat qui dit que l'argent est à 70 dollars, mais si vous n'avez pas d'argent à livrer, personne ne s'en soucie. Le marché se déplace vers le prix réel. Et le prix réel est ce qu'il pète à Tokyo. Alors comment cela se termine-t-il? Si les banques sont insolvables au prix réel, elles ne le paieront pas. Elles changeront les règles. Nous appelons cela le scénario de force majeure. Nous pensons que le dénouement ressemble à ceci. Les coffres physiques se vident. Le COMEX ne peut pas livrer. Le prix commence à monter en flèche vers 100 dollars. Les banques font pression sur la bourse pour qu'elle déclare une urgence. La bourse interrompt les échanges. Elle force tous les détenteurs de contrats à régler en espèces à un prix fixe. Elle pourrait dire « Nous réglons tous les contrats à 80 dollars. Voici votre chèque. Allez-vous-en. » Cela sauve les banques. Elles n'ont pas à acheter de l'argent cher, mais cela détruit l'investisseur qui pensait posséder du métal. Vous obtenez 80 dollars de monnaie fiduciaire. Pendant ce temps, le prix physique dans la rue passe à 200 dollars. C'est le rug pull. Le marché papier se sauve en sacrifiant le détenteur de papier. C'est pourquoi nous crions sur tous les toits. Si vous ne le détenez pas, vous ne le possédez pas. Si vous détenez un compte non alloué ou un contrat à terme, vous êtes un créancier d'une banque insolvable. Et les créanciers obtiennent des centimes par dollar. Donc, les banques sont piégées. Les coffres se vident. Le marché papier est une bombe à retardement.
Mais pourquoi l'arbitrage n'a-t-il pas encore comblé l'écart? Pourquoi le prix n'augmente-t-il pas plus vite? Il augmente, mais il y a des frictions. Logistique, assurance, contrôles à l'exportation. Dans la quatrième partie, nous allons examiner l'arbitrage brisé. Nous allons expliquer pourquoi les traders ne peuvent pas physiquement déplacer le métal assez vite pour égaliser le prix. Nous allons examiner la rupture logistique, l'arriéré dans les aéroports et les coffres. Et nous allons vous montrer ce qui se passe lorsque le barrage cède enfin. Lorsque la friction de l'arbitrage sera surmontée, le rebond des prix sera vertical. La suppression fonctionne jusqu'à ce que la dernière barre quitte le coffre, puis elle échoue d'un coup. Restez à l'écoute pour la quatrième partie. Nous examinons la logistique de la compression. Nous avons atteint la quatrième heure de cette enquête. Nous avons examiné les étiquettes de prix à Tokyo et à Dubaï. Nous avons examiné les bilans des banques insolvables à New York. Et nous avons établi un fait terrifiant. Il y a une différence de 50 $ entre le prix papier de l'argent à l'ouest et le prix physique de l'argent à l'est. Dans n'importe quel manuel d'économie, cela ne devrait pas exister. Le professeur vous dira que l'arbitrage résout tout. Les traders devraient acheter au prix bas, vendre au prix haut, et l'écart se comble instantanément. Mais le manuel suppose que le marché est sans friction. Il suppose que vous pouvez téléporter l'or et l'argent, comme vous pouvez téléporter un email. Vous ne pouvez pas. L'argent est lourd, il est volumineux, il prend de la place. Pour déplacer 1 milliard de dollars d'argent, vous avez besoin d'une flotte de camions blindés et d'un avion cargo. Dans la quatrième partie, nous allons examiner l'arbitrage brisé. Nous allons expliquer pourquoi la chaîne logistique a cédé sous la pression de la demande asiatique. Nous allons examiner le coût exorbitant de l'assurance risque de guerre pour l'expédition de métal. Et je vais vous expliquer pourquoi cette friction est la seule chose qui empêche le prix du COMEX d'exploser à 100 $. En ce moment, le barrage retient l'eau, mais l'eau monte. Et lorsque le goulot d'étranglement logistique sera levé, le rebond des prix sera vertical. Soyons précis. Supposons que vous êtes un gestionnaire de fonds spéculatifs à Londres. Vous voyez la transaction. Acheter de l'argent LBMA à 74, vendre de l'argent SGE à 80. Cela ressemble à de l'argent facile. Vous appelez donc un fournisseur de logistique sécurisé, une entreprise comme Brinks ou Loomis. Vous dites « Je dois déplacer 10 tonnes d'argent à Shanghai demain ». Le fournisseur de logistique se moque de vous. Demain? Nous sommes réservés jusqu'en février. C'est la réalité sur le terrain. La capacité de fret aérien sécurisé est saturée. Il n'y a qu'un nombre limité d'avions certifiés pour transporter des lingots de grande valeur. Il n'y a qu'un nombre limité de camions blindés. Et en ce moment, chacun d'entre eux est occupé à déplacer du métal vers l'est. Le pipeline est plein. Vous ne pouvez physiquement pas pousser plus d'argent dans le tuyau. Cela crée une limite de vitesse à l'arbitrage. Les traders veulent combler l'écart, mais les avions ne peuvent pas voler assez vite. Donc, l'écart persiste, et tant que l'écart persiste, la saignée continue. Cette friction logistique permet au prix de diverger pendant des semaines, voire des mois. Elle crée un faux sentiment de sécurité en Occident. Oh, le prix n'est que de 73 $. Tout doit aller bien. Non, le prix est de 73 $ parce que la porte de sortie est bloquée. Une fois la porte ouverte, le prix s'égalise. Et l'égalisation signifie que New York monte, pas que la Chine descend. Il y a un autre coût qui tue le commerce d'arbitrage, l'assurance. Pour expédier des lingots, vous avez besoin d'une assurance, Lloyd's de Londres. Habituellement, c'est bon marché. Mais regardez la carte. La mer Rouge est fermée en raison d'attaques de drones. La mer de Chine méridionale est tendue. L'espace aérien au-dessus de l'Europe de l'Est est fermé. La prime d'assurance risque de guerre pour l'expédition d'actifs de grande valeur a explosé. Si vous voulez expédier de l'argent de Londres à Shanghai, le coût de l'assurance grignote votre marge bénéficiaire. Cela élargit l'écart. Le prix à Shanghai doit être plus élevé pour couvrir le coût du risque. Ainsi, le chaos géopolitique contribue en fait à la divergence des prix. Il agit comme une taxe sur le flux de métal. Cela isole les marchés. Cela transforme le marché mondial en une série d'îles. L'île Amérique a de l'argent papier bon marché. L'île Asie a de l'argent physique cher. Et le pont entre eux brûle. Mais le plus grand goulot d'étranglement n'est pas les avions, ce sont les coffres. Nous entendons des rumeurs de traders londoniens concernant des retards d'allocation. Si vous détenez de l'argent non alloué, une créance sur un pool,
et que vous demandez à le convertir en barre spécifique allouée pour l'expédier, la banque dit généralement « Bien sûr, donnez-nous 48 heures ». Actuellement, ils disent « Donnez-nous 2 semaines ». Pourquoi? Parce qu'ils doivent localiser le métal. Dans un système à réserve fractionnaire, le métal n'est pas toujours sur l'étagère. Il peut être loué. Il peut se trouver dans un coffre de sous-dépositaire en Suisse. Il peut s'agir d'une entrée numérique qui n'a pas été garantie par du métal physique depuis des années. Lorsque vous exigez la livraison pour l'expédier en Chine, la banque doit se débrouiller. Elle doit aller sur le marché libre, acheter des barres, les transporter au coffre et y apposer votre nom. Cela prend du temps, et pendant ce temps, la fenêtre d'arbitrage reste ouverte. Ce délai est un défaut soft. Ils ne disent pas non, ils disent d'attendre. Mais dans un squeeze, attendre est fatal. Pendant que vous attendez, le prix à Shanghai monte à 110 $. Pendant que vous attendez, le coût d'opportunité vous saigne. Cette friction bureaucratique est une tactique délibérée pour ralentir la fuite. Ils mettent des ralentisseurs devant la sortie. Alors, que se passe-t-il lorsque le métal arrive enfin? Que se passe-t-il lorsque la logistique se débloque? Nous obtenons le rebond. Imaginez un élastique qui s'étire. Le prix en Chine tire dans un sens. Le prix à New York est bloqué. L'élastique s'étire. La tension monte. Finalement, la friction cède. Les arbitragistes trouvent une nouvelle route où les banques n'ont plus d'excuses et les prix se rejoignent. La Chine descend-elle à 73? Non. La Chine a la demande. Ce sont les acheteurs physiques. New York remonte à 100. Cela se produit en une seule séance. Nous nous réveillons un matin et le prix spot s'est ajusté au prix de la rue. La prime disparaît parce que le prix spot devient la prime. C'est l'événement que nous attendons, la réunification des marchés. Ce sera violent. Cela liquidera chaque vendeur à découvert qui pariait sur la fermeture de l'écart dans l'autre sens. Et cela prouvera que le marché papier est finalement l'esclave du marché physique. Donc l'arbitrage est brisé, la logistique est bloquée, l'assurance monte en flèche, le système ne tient qu'à un fil. Que faites-vous? Comment vous positionnez-vous pour le rebond? Dans la 5e partie, le dernier chapitre de cette enquête mondiale, nous allons vous donner la stratégie de fin de partie. Nous allons vous dire exactement comment acheter de l'argent quand les marchands sont en rupture de stock. Nous allons examiner à nouveau les actions minières. Pourquoi elles sont le seul actif liquide et avec un effet de levier sur ce mouvement. Et nous allons vous laisser avec le verdict final sur le choc de Tokyo. Le prix de 130 $ n'est pas une anomalie, c'est une prévision. L'Occident est sur le point d'apprendre le prix de tout et la valeur de rien. Restez à l'écoute pour la 5e partie. La conclusion arrive. Nous avons atteint la fin de cette enquête mondiale. Nous avons voyagé des marchés de rue de Tokyo, où l'argent est à 130 $. Nous avons visité les souks d'or de Dubaï, où il est à 115 $. Nous avons regardé à l'intérieur des entrepôts sous douane de Shanghai, où il est à 80 $. Et nous nous sommes tenus sur le plancher du COMEX à New York, où l'écran clignote toujours à 73 $. Le monde s'est fracturé. Pour la première fois dans l'histoire financière moderne, le prix mondial d'une matière première majeure a cessé d'exister. Il y a un prix oriental basé sur la réalité physique et il y a un prix occidental basé sur l'illusion papier. Mais alors que nous clôturons cette série, il vous reste une question brûlante. Comment puis-je profiter de la fracture? Si vous êtes en Occident, si vous êtes coincé au pays de l'argent papier à 73 $, comment vous positionnez-vous pour le rebond inévitable à 130 $? Dans cette dernière analyse, la 5e partie, je vais vous donner la stratégie de fin de partie. Je vais vous expliquer pourquoi les actions minières sont la seule classe d'actifs restante qui n'a pas été réévaluée à la réalité de Tokyo. Je vais vous donner le dernier avertissement sur les comptes non alloués, le piège qui se refermera lorsque le prix rebondira. Et je vais vous laisser avec le verdict final sur l'avenir de l'argent. L'arbitrage est brisé. Le système échoue. Mais pour vous, l'opportunité ne fait que commencer. Finissons-en. Regardons le marché boursier. Si l'argent vaut 130 $ à Tokyo, pourquoi les actions des sociétés minières d'argent se négocient-elles comme si l'argent valait 30 $? C'est l'écart de valorisation. Les algorithmes de Wall Street sont programmés pour négocier les actions minières en fonction du prix spot du COMEX. Lorsque l'algorithme voit 73 $, il valorise le mineur à 73 $. Il ne connaît pas Tokyo, il ne connaît pas les primes à Dubaï. Il est aveugle à la réalité physique. Cela crée une inefficacité massive. Les mineurs vendent leur métal.
Certains d'entre eux vendent directement aux raffineurs qui vendent à l'Asie. Ils captent les prix plus élevés dans le monde réel, mais le cours de leur action est bloqué dans le monde du papier. Lorsque leurs résultats trimestriels sortiront, lorsqu'ils rapporteront des flux de trésorerie records parce qu'ils ont vendu leur argent à 85 dollars au lieu de 73, les algorithmes de Wall Street dysfonctionneront. Ils devront réévaluer tout le secteur du jour au lendemain. C'est votre opportunité. Acheter des mineurs d'argent primaire de haute qualité en ce moment, c'est comme acheter de l'argent avec une réduction sur une réduction. Vous obtenez la décote du prix papier et la décote du risque d'équité. C'est un ressort comprimé sur un ressort comprimé. Si l'argent monte à 100 dollars à New York pour correspondre au monde, le flux de trésorerie de ces entreprises ne fait pas que doubler. Il triple, il quadruple. Nous appelons cela le torque. Et en ce moment, les mineurs ont le torque le plus élevé de tous les actifs du système financier. Je dois vous donner un dernier avertissement urgent. Nous avons parlé des retards de coffre dans la 4e partie. Si vous détenez de l'argent dans un compte non alloué dans une banque ou dans un pool générique, chez un négociant en lingots, vous êtes tombé dans la zone d'explosion. Lorsque le rebond des prix se produira, lorsque New York passera soudainement à 100 dollars pour rattraper Tokyo, les banques qui vous doivent ce métal devront faire un choix. Option A. Allez sur le marché, payez 100 dollars et vous livrez le métal. Option B. Exercez la clause de force majeure et vous payez en espèces à l'ancien prix de 73 dollars. Selon vous, laquelle choisiront-elles? Elles choisiront l'option B, à chaque fois. Elles régleront votre compte en dollars dépréciés. Vous regarderez votre écran et verrez un solde en espèces. Mais vous vouliez de l'argent. Et maintenant, avec l'argent qu'elles vous ont donné, vous ne pouvez pas acheter d'argent parce que le prix est de 100 dollars. Vous avez été réglé en espèces, privé de votre richesse générationnelle. C'est pourquoi vous devez détenir du métal alloué ou physique. Si vous avez de l'argent non alloué, déplacez-le aujourd'hui. Payez les frais de fabrication, payez l'expédition, mettez-le en votre possession ou déplacez-le dans un service de coffre entièrement alloué et séparé, où les barres portent votre nom. Ne faites pas confiance à la banque pour honorer une dette qui la met en faillite. Ce n'est pas personnel, c'est juste une affaire. Nous devons préparer votre esprit à ce qui va suivre. 100 dollars. Voir un prix à 3 chiffres pour l'argent changera la psychologie du monde. En ce moment, à 73 dollars, les gens pensent que c'est cher. À 100 dollars, ils penseront que c'est précieux. Cela semble contradictoire, mais c'est la nature humaine. Lorsque quelque chose franchit un jalon majeur, cela valide l'actif. Cela dit au monde, c'est de l'argent réel. À 100 dollars, l'argent entre dans la même conversation que l'or et le bitcoin. Il devient un actif de réserve de premier rang. Cela déclenchera une vague de FOMO qui fera ressembler l'achat actuel à un filet. Les fonds de pension se lanceront. Les entreprises technologiques thésauriseront. Les souverains paniqueront. Le passage de 100 dollars à 200 dollars se fera plus rapidement que le passage de 50 à 100 parce qu'à 100 dollars, le secret est éventé. Tout le monde sait que le dollar est cassé. Tout le monde sait que le métal est rare. Vous devez être prêt pour cela. Vous devez être prêt à tenir pendant la folie. Ne vendez pas votre première once à 100 dollars simplement parce que cela semble un beau chiffre rond. 100 dollars est juste le niveau de parité avec le plus haut ajusté à l'inflation de 1980. C'est la ligne de départ du véritable marché haussier. Voici donc le verdict sur la fracture mondiale. Les États-Unis perdent leur emprise sur le marché de l'argent. Pendant 50 ans, nous avons contrôlé le prix grâce aux produits dérivés papier, mais nous avons oublié de contrôler le métal physique. Maintenant, le métal est parti. Il est en Chine, il est en Inde, il est au Moyen-Orient. L'écart de prix que nous voyons aujourd'hui, 73 contre 130, est le râle d'agonie du système de manipulation papier. Il ne peut pas être maintenu. L'arbitrage est une force de la nature. La gravité s'imposera. Et dans ce cas, la gravité tire le prix vers le haut. New York doit monter pour rejoindre Tokyo. Le dollar doit chuter pour refléter la réalité du marché des ressources. Vous détenez la main gagnante. Vous détenez l'actif pour lequel le monde entier se bat. Ne laissez pas la volatilité vous ébranler. Ne laissez pas les bank smash vous ébranler. Regardez la carte. Regardez Tokyo. Regardez Shanghai. C'est l'avenir et il arrive très bientôt sur un écran près de chez vous. Vous étiez en avance. Vous aviez raison. Vous étiez prêt. La fracture est l'opportunité. Saisissez-la. Si cette enquête a changé votre façon de voir les chiffres numériques sur l'écran de votre courtier, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne.
Nous déterrons l'histoire financière qu'ils ont essayé d'enterrer. Sécurisez votre avenir. Le prochain chapitre de ce transfert de richesse mondiale s'ouvrira bientôt.